un résultat en chute libre depuis 3 ans. En cas de Hello, hello. Alors, bonsoir Audrey. Est-ce que tu m'entends là? Ouh, et ben ça va vite. Hein. Ah, alors Audrey, je sais pas si tu sais comment ça se passe sur X, mais donc je vais te faire une demande de micro pour que tu deviennes intervenante, invité à parler. Ah, mais du coup tu as fait une demande parfaite. Ah là là. Approuvé, approuvé. Alors du coup, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Moi, je t'entends. Vous m'entendez? Oui, je t'entends, Audrey. Est-ce que Axel, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. J'ai entendu une voix un peu bizarre, mais je crois que c'était la radio, hein. C'est ça. Hein. Oui, je voulais mettre une petite musique le temps que tout le monde arrive tranquillement. Ouais, les gens ils étaient dans un space. C'est pour ça que j'étais écrit pour que tu démarres le space. Il y avait un space Ah, j'ai même pas vu. Non, j'ai même pas vu en fait. Non, mais il a été coupé, donc vas-y, c'est bien que le lancer là maintenant. Donc vas-y. Bah écoute, de toute façon, je suis pas sûr qu'on allait parler des mêmes sujets parce que là, on allait sur un truc un peu, on allait pas être trop dans les analyses, etc., etc. Du coup, Ouais, ça parlait beaucoup de Tiroma, un sujet qui te passionne également. Mais... non, effectivement, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Non, on n'est pas dans ça. Je sais. Mais on va quand même essayer de brosser le sujet vite fait. Alors, déjà, rebonsoir à tous. Alors, Axel, s'il te plaît, si tu peux être coach, parce que je vais peut-être avoir quelques soucis de connexion, on va dire ça comme ça, pour que si jamais je disparais, voilà. Ouais, je crois que si tu es déconnecté, ça va couper le space. Hein. Donc, Non, je dis pas, non, je parle pas d'être déconnecté, je dis d'être, Ok, vas-y, envoie le truc, y a pas de souci. ça marche. Alors, en éviter, parfait. Alors, du coup, je vous présente Audrey, que j'ai rencontrée récemment, qui est une militante de la Gen Z, mais pas que. Elle est bien plus que ça. Je crois qu'elle milite depuis déjà quelques années. Enfin, vous l'aurez deviné, elle est malgache et ils ont fait récemment une révolution qui était très intéressante et qui peut beaucoup nous apprendre sur notre actualité au Cameroun. Et donc j'ai pensé que ça pouvait être bien de l'inviter pour qu'elle nous partage un peu sa vision de la politique africaine en général, camerounaise si elle connaît un peu l'actualité du Cameroun et surtout malgache en particulier. Donc voilà, donc ça va être un échange. Elle va nous gratifier de sa présence pendant peut-être 1 heure par là grand max. Et après on va essayer de brosser quelques sujets. J'ai divisé on va dire cette entrevue en 6 parties. Alors ça peut paraître gros comme ça, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas grand-chose. En première partie, ça va être de parler un peu de l'actualité du Cameroun vite fait, histoire de brosser voilà les derniers événements de ces 2 derniers mois. Ensuite, parler de la connaissance du contexte. Donc ça, enfin, que Audrey nous dise un peu ce qu'elle connaît du contexte camerounais, quoi. Parce que bon, voilà. Ensuite, elle va nous parler d'elle, de son histoire, de son histoire dans l'activisme. Je sais que au-delà de la Gen Z, elle est bien plus que ça. Donc, elle va aussi nous parler de tous ces combats-là qu'elle a menés dans le cadre de l'émancipation féminine, etc., du féminisme, etc. L'afroféminisme, pour être plus précis. Elle va nous parler des événements à Madagascar, de peut-être la genèse, de comment tout ça a commencé, les déclencheurs, etc., les manifestations, l'organisation. Et ensuite, on va terminer par les parallèles qu'on pourrait faire avec le cas du Cameroun. Et si on a un peu de temps, peut-être qu'on lui posera 2-3 questions. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon pour Audrey et pour Axel, bien sûr. Alors, je vois des demandes là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est bon pour moi. Écoute. J'ai à préciser, en fait, je dois partir à 20h parce que je fais encore un appel avec la Gen Z, donc ça fait partie Non, du mais il n'y a pas malheur malheureusement Non, du t'inquiète. militantisme envers. Voilà quoi. Non, t'inquiète. Je pense qu'on va essayer donc là, on a moins de 30 minutes. Donc, on va essayer d'aller rapidement. Alors, du coup, on va quand même parler des actualités du Cameroun. Donc, aujourd'hui, je crois que nous sommes le 9 novembre. Paul Biya a prêté serment, je crois que c'était quand c'était mardi. Non, qu'est-ce que je raconte?
6, non, le 6 c'était quand? Putain, je suis un peu perdu dans les dates là. Je sais pas si c'était un mercredi ou un jeudi. Bah, c'était en fin de semaine, on va dire ça. C'était jeudi, c'est ça, n'est-ce pas? Ouais, c'était jeudi. Enfin, Oui, je dis. c'était le 6 novembre. Ouais, on va dire ça. C'était le 6 novembre. Et avant cela, il y a eu des villes mortes qui ont été initiées, on va dire, par le premier opposant au Cameroun aujourd'hui, qui revendiquait sa victoire et qui a déjà initié des manifestations où il y a eu à peu près plus d'une centaine de morts. Hein. On déplore beaucoup, plus d'une centaine de morts aujourd'hui. Et donc, dans sa stratégie à lui, il a pensé que ça pouvait être intéressant de faire des villes mortes avant la prestation de serment. Bon, on en a parlé, on en reparlera certainement après à la fin de notre débat, mais bon, voilà un peu ce qu'il en est du Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui, c'est plus de 43 ans de gouvernance avec Paul Biya à la tête du Cameroun. Quoi d'autre? C'est un pays, je pense que j'en avais parlé vite fait avec Audrey. On connaît le PIB aujourd'hui. On pourrait faire des calculs de proportionnalité par rapport à Madagascar, parce que c'est pas non plus la même superficie, c'est pas non plus le même nombre de population. On est 30 millions à peu près. Voilà. Donc, mais quand on regarde quand même deux trois chiffres, deux trois indicateurs intéressants, on regarde le SMIC à Madagascar, le SMIC au Cameroun, on regarde les infrastructures, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire au Cameroun. Donc voilà pour la situation. Donc du coup, on est encore en phase de crise électorale. On ne sait pas si Paul Biya va, enfin bref, on ne sait pas si ce que Issa Thirom a prévu comme stratégie politique, bien que je sais, hein, j'en suis, mais alors convaincu. Alors dimanche passé, j'étais convaincu à 80%. Je vous jure qu'aujourd'hui, je suis convaincu à 100% que ce qu'il fait là, c'est de la rigolade, mais alors il y a rien du tout qui va se passer. Mais ça, c'est pas l'objet de la discussion. Ça va peut-être vers la partie ouverture du débat, peut-être quand voilà Audrey, on aura libéré Audrey. Donc voilà pour la situation du Cameroun aujourd'hui. Je ne sais pas si Axel veut vite compléter en 1-2 minutes avant que Audrey nous dise un peu, avant déjà qu'elle se présente et qu'elle nous dise un peu ce qu'elle connaît du contexte camerounais. Non, merci Kimita. Je pense que t'as bien déroulé le plan. Qu'est-ce que je pourrais dire à Audrey, c'est que voilà, nous sommes aussi un pays qui est fracturé, comment dire ça, qui a le pouvoir en place s'est évertué à diviser les Camerounais sur le plan tribal. Donc il y a beaucoup de divisions ethniques. Je ne sais pas si c'est tu nous diras si c'est le cas également à Madagascar, mais on a un peu les communautés qui s'opposent. Alors c'est pas généralisé, mais on observe souvent ça lorsqu'on essaie de faire front face au gouvernement qui écrase le peuple. En fait, il y a des divisions ethniques qui freinent, en fait, qui ralentissent cette union. Donc c'est ce que j'aimerais rajouter sur le contexte camerounais à Audrey comme information. Et puis voilà, bon, tu as bien brossé le tableau. J'ai hâte de l'écouter et de savoir qu'elle nous fasse qu'elle nous raconte l'histoire, quoi. On va dire ça comme ça, de la révolution malgache. Oh non, peut-être pas encore, mais déjà elle se présente parce que Oui, oui. voilà. En tout cas, je te laisse dérouler le plan. Audrey, ne t'inquiète. Alors Audrey, rebonsoir. Est-ce que tu peux te présenter en peut-être 2-3 minutes? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Audrey Randiamandiatou. Moi, je suis malgache. J'ai grandi à Madagascar jusqu'à mes 18 ans, puis je suis venue faire mes études en France en 2015. Là, ça fait 10 ans que je vis en France et j'ai commencé à militer en 2018, c'est-à-dire 3 ans après ma venue en France, dans l'objectif en fait de apporter un peu plus de sens finalement à mes connaissances de Madagascar, mais aussi à apporter un engagement concret par rapport à toutes mes réflexions que j'avais autour des conditions et des représentations de la femme malgache dans la société. Il faut savoir quand même que mon engagement de base, il était aussi à la fois collectif et individuel, puisque moi j'avais été victime d'agressions dans la rue à Madagascar, en France, mais aussi victime de harcèlement sexuel ici en France, de beaucoup de choses que j'ai vécues à Madagascar également. Donc ça m'a poussé en fait à créer une organisation qui prend conscience justement des différentes histoires de femmes, puisque je me suis dit si ça m'arrive à moi, mais également ça arrive à mes cousines,
à mes proches, ça arrive aussi à des femmes qui vivent dans la rue, ça arrive à des femmes en milieu rural. En fait, il est important justement d'amener cet engagement à un niveau plus élevé et donc de créer un mouvement qui a été un mouvement que j'ai insufflé en 2018. Aujourd'hui, je suis aussi représentante de la Gen Z Madagascar au niveau de la presse internationale, surtout la presse française. Donc tous les plateaux, si certains ont pu en regarder quelques-uns, j'ai fait quelques plateaux télé et puis quelques plateaux radio, dans l'idée justement de combattre le narratif du camp adverse. Il y a aussi une chose à savoir, c'est que j'ai fait des études en géographie, ce qui m'ont permis aussi d'avoir une vision un peu différente de la vie, dans le sens où moi je vais pas voir les choses forcément de façon politique ou économique, mais peut-être d'une façon plus sociale et une façon plus géographique, si je peux dire. Aujourd'hui, je suis aussi entrepreneuse et j'entreprends surtout dans des projets communautaires ou solidaires. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu ma présentation. Ben écoute, merci beaucoup Audrey. Alors, qu'est-ce que tu connais de l'actualité au Cameroun? C'est quoi est-ce que tu connais un peu le Cameroun? Est-ce que tu suis un peu l'actualité vite fait? Est-ce que tu connais un peu ce qui se passe, quoi? Alors, ce qui est un peu difficile, et je vais pas m'en cacher, ce qui est difficile, c'est que toutes ces manifestations sont quasiment arrivées dans le même temps. Donc, on suit l'Indonésie, puis après il y a le Népal, puis après il y a nous, puis après il y a le Maroc, et après il y a la Tanzanie, il y a le Cameroun, et tout ça arrive dans un temps où parfois c'est un peu difficile, voilà, de tout suivre. En même temps, je vais pas m'en cacher, puisque en même temps on milite et en même temps on essaie de se garder à jour sur l'actualité. Moi, ce que j'ai compris, c'est que très récemment, il y avait les élections présidentielles au Cameroun et qu'il y a eu la réélection de Paul Biya, encore une fois, et que là, c'était aussi un ras-le-bol de la population par rapport finalement à une forme de dictature grandissante et une forme aussi de conditions de vie qui ne s'améliorent pas plus avec les mandats qui arrivent, qui se succèdent. Donc moi, c'est ça que j'ai compris, qu'il y a eu des morts et beaucoup de blessés évidemment, mais que malheureusement j'ai l'impression que les médias aujourd'hui internationaux ont moins parlé de ça puisqu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en même temps. Voilà. Moi je préfère rester honnête et dire que voilà, j'ai pas tous les tenants et aboutissants des manifestations. Mais enfin, je veux dire, avant peut-être les manifestations, je veux dire, est-ce que tu avais une relation particulière avec le Cameroun? Est-ce que tu connaissais des Camerounais avant 2025, je veux dire, mais d'une manière large? Ah ok. Oui, oui, Ouais, je comprends. Alors c'est une diaspora que je connais moins. Moi, j'étais beaucoup avec des diasporas ivoiriennes, sénégalaises, puisque comme je disais, moi, je milite depuis 2018, donc je vais à pas mal d'événements communautaires et aussi événements africains de la diaspora. Donc c'est un pays que je connais moins. Par contre, on sait que le Cameroun. Bon, et honnêtement, c'est vrai que c'est Paul Biya qui fait un peu la connaissance du Cameroun en voyant un petit peu une politique qui elle n'a pas vraiment évolué avec les années. Après, autour de moi, j'ai pas eu nécessairement de connaissances camerounaises. Si ce n'est que, et vous allez rigoler, la réputation un petit peu autour des hommes camerounais, mais c'est que ça, voilà. Non, mais comment c'est la réputation des hommes camerounais MDR? Bon, en tout cas, d'accord. Bah écoute, nos frères ne nous font pas de bonne presse. Ça marche. Alors, on va parler de ton histoire. Est-ce que tu peux un peu creuser ton histoire et peut-être sortir par ce qui nous emmène aujourd'hui en 2025, les manifestations malgaches? Je sais que tu as parlé tout à l'heure de ton propre vécu personnel, les agressions que tu as subies, que d'autres femmes ont subies, tes organisations que tu as créées. Comment tout ça t'amène à être à la tête aujourd'hui d'une organisation comme la Gen Z, etc. Ok, déjà j'aimerais dire que je suis pas à la tête d'un mouvement puisque si vous avez bien regardé, en fait la Gen Z a promis une organisation, une structure horizontale. Donc certes il y a eu des porte-paroles et des représentants presse, mais en aucun cas on va en fait gérer, on va dire, la tête de la Gen Z. On va être vraiment sur une organisation et ça étonne beaucoup de gens. Une organisation plurielle avec plein de gens qui œuvrent à ce que ça se passe au mieux à Madagascar et dans les diasporas. Alors comment expliquer finalement un engagement qui s'est fait et comment
voilà, c'est vrai que les gens nous posent un peu, me posent un peu la question souvent de comment tu fais pour tenir, comment on fait pour maintenir le militantisme, comment on fait pour s'engager. Et il y a quelque chose en fait qui est arrivé dans ma vie, mais qui au-delà de ça m'a beaucoup questionné sur le système. C'était que en 2009, en fait, avec l'ancien président malgache Rajoelina, qui était celui qui a été destitué très récemment, en fait, j'avais un restaurant à Madagascar en 2009 que lors de ce coup d'État en fait a brûlé. Donc a été brûlé. Après ça, donc mes parents ont tout perdu. On a quasiment vécu dans la précarité, c'est-à-dire la scolarité en retard, des difficultés à avoir de l'eau, de l'électricité, pas forcément réussir à avoir des stages, des choses comme ça. Enfin voilà. Donc en fait, on rentre finalement on passe d'une classe moyenne entre guillemets élevée à une classe flottante comme on a pu parler hier lors de la Ligue panafricaine, qui est un peu de dire que c'est une classe moyenne qui a réussi à sortir un peu la tête de l'eau, mais à tout moment elle se met à couler aussi. Donc là, ça m'a questionné vachement sur le système en fait à Madagascar, puisque moi je me suis jamais cachée de ça. Je viens d'une famille bourgeoise, Merne, donc qui est celle de la capitale, et j'ai quand même vécu les deux choses, à savoir cette précarité qui fait que il y a une différence aussi de conditions avec tout un système dans lequel j'étais, un système francophone, un système privilégié, où en fait on va avoir des jeunes qui vont être les enfants des plus grands entrepreneurs de Madagascar, qui vont être des enfants de politiciens, politiciennes, des enfants, voilà. C'était tout un mélange de classes sociales dans lequel j'ai pu grandir, et c'est ça qui m'a poussé à m'engager, en me disant justement qu'il y a un réel problème dans nos sociétés africaines, se basant justement sur cette hiérarchie de classe sociale, et que plus les années passent, donc là on est en 2009, ensuite j'arrive en France en 2015, puis en 2018 je suis encore contre le renouvellement du mandat de l'ancien président Rajoelina. En 2025 il y a la Gen Z, et en fait l'écart de richesse et de revenus se creuse tellement que ça devient complètement révoltant. Pour moi, mon sens, à ce moment-là, en tant que personne de la diaspora, on ne pouvait pas fermer les yeux sur l'écart de richesse qui grandit, en fait, qui se creusait. Mais quand je vous dis ça, on hallucine, en fait. C'est des gens qui vont se promener en V8 à Madagascar alors qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas les enfants mangent à même le sol, il y a des gens qui mangent même pas dans la journée. Enfin là, on vous parle quand même d'un écart de richesse qui est visible. Je pense que vous savez de quoi on parle de toute façon, mais je veux dire que là, on était sur un écart de richesse très visible, et aussi une indécence des enfants du gouvernement. Ça va être des enfants du gouvernement. Quand je dis ça, ils vont prendre des jets privés pour aller à Madagascar, ils vont aller à Dubaï, ils vont aller dans des écoles suisses à 100 000 euros, ils vont aller acheter le dernier Louis Vuitton à 7 000 euros. Et tout ça, en fait, c'est de l'argent qui a été gagné à cause de la corruption grandissante. Et aujourd'hui, c'est ce qui mène à la révolution Gen Z. Nous, on a fait 2018, moi j'ai continué à batailler pour pouvoir aider à l'amélioration des conditions sur place à Mada, en faisant mes actions avec mon association. Ici en France, des actions pour l'amélioration aussi des conditions des personnes de la diaspora malgache. Mais la révolution de Gen Z, ça a été vraiment le point de non-retour de la population à cause de leurs conditions. Mais justement, Audrey, comment la population s'est organisée? Parce que tu vois, nous, Axel, tu as parlé tout à l'heure de division communautaire. Voilà, on est divisé par les ethnies. Alors, je sais pas si tu connais les ethnies au Cameroun, mais il y en a quand même quelques-unes qui sortent un peu du lot de par leur nombre, leurs chiffres. Attention, c'est pas par rapport à autre chose. Il y a des guerres historiques, en tout cas des communautés qui sont stigmatisées de manière historique. Les Bassa, les Bamileke, les nordistes, les gens du centre, etc. Enfin, il y en a d'autres. Hein. Le Cameroun, c'est plus de 237 ethnies. Voilà, mais on va quand même parler de celles dont les noms reviennent le plus. Donc, il y a cette fracture communautaire. Il y a aussi cet individualisme aussi un peu des Camerounais. Je sais pas si les Malgaches sont un peu comme ça, mais voilà, chacun pense un peu à sa propre vie. Est-ce que si je fais la bataille, est-ce que moi je vais manger? Est-ce que je veux me battre pour la population? Voilà, est-ce que je veux il y a une expression au Cameroun qui dit est-ce que je vais voir mes enfants grandir? C'est-à-dire que est-ce que je suis prêt à mourir et à laisser mes enfants tout seuls, quoi. Donc
il y a un peu cet individualisme au Cameroun. Comment est-ce que vous avez réussi à Madagascar à transcender peut-être ça, en tout cas une grosse partie en tout cas, et vous organiser aussi sur le terrain, parce que nous on n'y arrive pas, en tout cas jusqu'à présent. On a fait 2, 3 petites manifestations là un peu brouillon, mais bon, rien pour l'instant de conséquent. On n'a pas vraiment fait peur au gouvernement. Ils ont prêté serment et ils vivent leur meilleure vie. Mais comment vous avez réussi à faire à Madagascar pour que les choses se passent aussi bien? Et en plus, tu as dit un truc, vous n'avez pas de leader. Enfin, chose qu'au Cameroun, on a cette culture du messianisme. On veut à tout prix qu'il y ait un homme qui vient et qui fasse tout pour nous. Mais comment vous avez réussi tout ça? Comment vous êtes organisé, Audrey? Oui. Donc déjà, je vais pas parler au nom de ceux qui sont allés sur terrain parce que j'étais pas sur terrain et donc je vais pas avoir cette audace de parler au nom des gens sur terrain la première fois, ça c'est sûr. Par contre, j'aimerais aussi souligner que oui, il y a des fractures communautaires à Madagascar. Et quand je parle de fractures communautaires, c'est aussi ces questions d'ethnies qui sont arrivées avec la colonisation. Donc on a les ethnies, donc c'est pour ça que je dis dès le départ, moi je fais partie d'une famille bourgeoise mierne. C'est une ethnie qui a été placée par les colons français pour essayer aussi par d'avoir une forme de suprématie en fait sur d'autres ethnies entre guillemets. Donc ça aussi il faut savoir que quand on parle de fracture communautaire à Madagascar, il y a cette question d'ethnie amenée avec la colonisation, mais il y a aussi cette question de communauté sud-asiatique, donc les malgaches d'origine indienne, les malgaches d'origine chinoise, les malgaches d'origine arabe. Il y a aussi cette fracture communautaire qui était très présente. Et c'est ce qui choque le plus dans cette révolution, c'est comment est-ce qu'effectivement Madagascar a réussi à emmener toutes ces personnes-là à manifester. Et c'est quelque chose que, comme je le dis à chaque fois à toutes les personnes à qui je parle, pour moi, Madagascar n'était pas dans le bingo 2025 de se révolter. C'était pas du tout dans le bingo 2025. C'est-à-dire qu'on est une population qui était arrivée à un stade de, quand je vous parle de Madagascar, c'est de l'extrême pauvreté. Les gens sont résignés, les gens ne savent même pas comment ils vont manger dans la journée. En plus, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils vivent dans des conditions complètement insalubres. Effectivement, c'est ça qui a pu faire rejoindre le peuple. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que certes à Madagascar, même si tout le monde n'a pas accès à l'internet, en tout cas dans les grandes villes, il y a une grande présence de Facebook. Facebook, ça reste parfois même la source d'actualité numéro 1 des Malgaches. Oui, on a la radio, on a la presse évidemment, mais pour les Malgaches aussi, aller se documenter sur Facebook. Et en fait, Gen Z Madagascar, c'est une page. Là, elle a été, il me semble, elle a été signalée, donc elle a sauté, mais c'est une page qui regroupait quand même 140 000 presque followers. Donc on est vraiment sur presque des milliers et des centaines de milliers de personnes qui ont suivi les publications de la Gen Z Madagascar. Ça, c'est les administrateurs aujourd'hui sont des gens qui ont été anonymes du début jusqu'à la fin. Bon, certains se sont affichés, d'autres non, par nécessité, mais ça a été des gens anonymes. Et c'est exactement le même mécanisme qu'il y a eu au Népal et en Indonésie. On commence par Facebook, Instagram, TikTok, on bombarde, on fait éveiller une conscience politique de révolte chez les autres en disant mais c'est pas normal que des enfants du gouvernement aient des sacs Louis Vuitton à 7 000 euros, fassent des écoles de 100 000 euros, que dehors en fait les enfants ils ont même pas de quoi manger, ils vivent la malnutrition, etc. Et c'est ce qui déjà réveille une conscience politique chez les gens. Ensuite, le deuxième point, évidemment, ça a été l'appel à la manifestation. Donc, c'est un appel qui a été fait, une date, d'abord, manifestation pacifique, une marche pacifique, qui a été donc proposée le 25 septembre. La veille, c'est marrant parce que la veille, il y avait pas mal d'actions militantes qui étaient faites un petit peu sans trop savoir. Encore de nouveau, je vous dis, c'était pas dans le bingo 2025 que ça aille jusque-là, sans trop savoir. Et puis au final, les gens se sont dit, on va se rassembler autour de revendications très claires, vraiment, accès à l'eau, accès à l'électricité, stop à la corruption. Donc accès à l'eau, accès à l'électricité, stop à la corruption. La marche se fait, les répressions sont très violentes. Là, on parle de quoi? On parle de bombarder, lacrymo, balles caoutchouc d'abord, ensuite balles réelles. Et en fait, vous avez vu, c'est une échelle de violence
qui était tellement rapide et tellement forte que les gens de la diaspora, évidemment, en même temps, ont fait le travail de relais d'information, dont moi j'ai fait partie, évidemment, un relais d'information fort pour que la presse internationale s'interroge sur le narratif qui existe à Madagascar. Mais c'était pas fini. Évidemment, comment on s'est organisé, c'est que, je rappelle, il n'y avait pas de leader. Donc à ce moment-là, le mouvement Gen Z Madagascar se structure. Il y a énormément de menaces. On est dans un gouvernement de terreur. Les gens sont menacés de les retrouver s'ils parlent sur les réseaux sociaux. Les vidéos sont signalées en masse par des robots du gouvernement. Là, on est sur des trucs, vraiment des pratiques complètement disproportionnées. Et à côté de ça, en fait, les gens de la diaspora continuent à batailler. On se fait shadowban. Certains comptes sautent. On commence à voir que ils emmènent un narratif qui est différent. Et là, bim, ils amènent les pillages le soir même. Donc les pillages qui font que qui servaient justement à discréditer la marche qu'il y avait dans la journée, en disant vous voyez, les Gen Z, c'est pas des gens bien, c'est que des gens qui vont en fait brûler, piller, casser, c'est ça leur revendication, c'est pas du tout pour vous aider, voilà. Et c'est ça qu'il a fallu combattre dans les premiers jours. La deuxième organisation, ça a été quoi? Ça a été la récolte truc en même temps, la récolte de fonds et la récolte de matériel. Donc ce qui se fait, c'est que les répressions sont violentes, tellement violentes que toutes les diasporas malgaches sont touchées par ce qui se passe à Madagascar et décident communément qu'un samedi, on fait tous des manifs là où on se trouve dans le monde pour parler pour la Gen Z Madagascar. Et ce qui a été super en fait, c'est que je pense que avoir fait partie des personnes qui ont permis justement à des diasporas très diverses d'avoir accès à ça, puisque après il y a énormément d'influenceurs, chanteurs, chanteuses d'origine malgache, des artistes internationaux, qui ont vu qui ont vu cet appel finalement collectif, et que tout le monde en fait a relayé les cagnottes. Les dessinateurs ont fait des dessins en échange, les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Moi j'ai pu créer des cagnottes justement pour la diaspora grâce à mon association, et qu'on ait le moins de frais possible. Et donc c'est comme ça aussi qu'on a pu évoluer, faire évoluer le mouvement. Et d'ailleurs, sans ça, malheureusement, je pense pas que le mouvement aurait tenu aussi longtemps. Ils étaient déjà en train de couper les transferts bancaires. Ça, j'étais complètement témoin de ça, puisque je faisais les transferts bancaires pour envoyer du matériel, etc., payer des masques à gaz, payer des choses, voilà, et des ravitaillements, faut pas l'oublier, donner à manger aux gens, faire boire les gens. Et là, ils commençaient déjà à réduire couper les transferts bancaires, les virements étaient de plus en plus difficiles. On voyait déjà qu'on commençait à nous couper l'herbe sous le pied. Et une chose qui a été faite et qui a été super, c'est que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui aillent sur le terrain, évidemment tout le monde commençait à se fatiguer, il y avait de moins en moins de personnes, mais les appels sur les réseaux sociaux continuaient, et d'autres générations se sont liées à la lutte, justement en disant on est contre toute forme de violence, on se lie à la lutte aujourd'hui pour pouvoir contrer ce gouvernement de la terreur. Et donc certaines générations se sont occupées des ravitaillements, d'autres ont certains des médecins bénévoles sur place, des médecins sont sortis de leur cabinet, sont allés bénévolement, en sachant peut-être que ils allaient mourir le jour même. Et c'est ça en fait qui fait que Madagascar s'est levé. Il y a aussi eu à Madagascar, on appelle ça le Fiavanan. Fiavanan, c'est un terme qui est difficilement traduisible en français ou dans une autre langue. On peut l'assimiler à la solidarité ou la communauté, le collectif, mais c'est quand même un terme en fait qui est ancré dans la société malgache et qui peut prendre des formes différentes selon les régions, mais c'est quelque chose qui a toujours été important et que la colonisation est venue un peu détruire petit à petit en créant cet individualisme et en travaillant sur cette représentation du malgache jaloux. Je pense qu'on le connaît tous, ce narratif l'Africain jaloux, l'Africain égoïste, l'Africain machin. Ça, c'est pas, je suis désolée de le dire aujourd'hui, c'est pas censé être des valeurs qui sont dans nos cultures à nous. Nous, nos valeurs, c'est toujours se montrer pour les autres, etc. Et ça a été aussi
un point super important dans les manifestations, c'était de raviver ce Fiavanan, c'était de raviver cette solidarité, c'était de pousser les gens à encourager les manifestations parce qu'on se bat pour un gouvernement qui est pour. D'ailleurs, on dit gouvernement parce que on n'a pas le choix, mais gouvernement qui est pour la population. Enfin, en fait, c'est ça qu'on cherche. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à Madagascar et qui a été quelque chose de génial, c'est que déjà dans les régions, ils ont fait des manifestations. Les étudiants se sont battus justement pour que leur campus soit amélioré. Il y a eu des meurtres aussi en région. Donc, il y a eu le meurtre d'un jeune qui s'appelait Rivaldo et de 2 autres jeunes à Diego, et ça a fait soulever la population justement contre cette injustice. Il y a aussi donc le fait que à Madagascar, quand il y avait les manifestations, vous vous rendez compte, on parle de fondeurs de yaourts qui peut-être c'est vraiment leur dernier recours, c'est leur dernier stock, juste par solidarité, ils ont donné des yaourts aux manifestants. Là aussi, on parle de petits commerçants. Quand je vous dis des petits commerçants, c'est leur dernier stock. C'était leurs 10, leurs 20, leurs derniers 30 yaourts qu'ils ont donnés pour les manifestations. Et nous, notre rôle derrière tout ça en tant que diaspora, ça a été de, valoriser ce qui s'est fait à Madagascar, de aussi aider à structurer là où en fait les gens sont partis en manif, ils avaient besoin, donc ils nous ont demandé aussi de l'aide. Là, parce qu'on ne vient pas en grand penseur, on ne vient pas en grand donneur de leçons de la diaspora, on s'écrase et on doit s'écraser pour écouter ce qui se passe dans notre propre pays. Et ça aussi, ça a été super, c'était que je suis la première à avoir des différends politiques avec plein de gens malgaches, plein de personnes de la diaspora, plein de personnes sur place. Je suis la première, je peux vous le dire. À chaque fois, je suis jamais d'accord avec personne. Mais là, on parlait de sauver notre pays, en fait. Et c'est ce devoir patriotique, ce devoir citoyen qui fait que on réduit les différents politiques, on a un camp adverse contre qui on est, tous communément, on cherche pas de poste, on cherche pas à encore intégrer un nouveau cabinet présidentiel. Nous, ce qu'on veut, c'est la justice sociale. Et si on veut cette justice sociale, moi, désolée, je serais jamais partie de Madagascar si j'avais grandi justement avec un gouvernement qui est pour la justice, qui est un gouvernement qui était là pour son peuple, je serais restée à Madagascar. Mais malheureusement, on nous force quasiment à partir. Donc c'est là où en fait, en tant que diaspora, c'était notre rôle d'aider à la structuration, c'était notre rôle d'ouvrir des enquêtes. Ça aussi, faut pas l'oublier, les enquêtes, parce qu'il y a des biens mal acquis, que ce soit en France, à Maurice, à Dubaï, etc. C'était aux gens de la diaspora, d'ouvrir des enquêtes, de ressortir les sources, de trouver où se trouvent les politiciens véreux. Aussi, s'il y avait des manifestations à faire devant l'ambassade, fallait les faire devant l'ambassade. Là, je vous parle de plateau également. C'est pour ça que je dis que je suis qu'une représentante, puisque on m'a écrit, je dois faire un plateau. Le plateau, il est dans 24 heures, même pas. Les gens ne veulent pas s'afficher. Eh ben, il faut que quelqu'un aussi porte sur ses épaules et aille faire le plateau. Donc c'est là où on fait la mobilisation, il n'y a plus le temps. Et une dernière chose, c'est que les outils ont été très importants dans tout ça. Le fait qu'il y ait un Discord, le fait qu'il y ait Instagram, Facebook, des drives, que nous on ait accès à l'internet, qu'on puisse avoir aussi des accès avec des gens sur place grâce à internet, c'est ça qui a fait que ça a tenu. Le fait que sur le Discord on se répartisse des tâches, qu'on se dise ok, il y a des choses à faire, il faut qu'on communique, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on rassemble du matériel, il faut qu'on envoie de l'argent, il faut qu'on aide les blessés, il faut qu'on sorte les gens de prison. Voilà, c'était ça le but. Et aussi il faut qu'on voit et il faut qu'on renverse ce gouvernement. C'était ça le but, et tout le monde s'est aligné sur ça. Et c'est ça qui a fait que la révolution a réussi. Aujourd'hui, c'est critiquable, parce qu'évidemment, il fallait mettre un gouvernement de transition. Évidemment, merci beaucoup les jeunes, les petits, et après, soi-disant, les grands s'en occupent. Ça, évidemment, c'est des choses qui sont difficiles, mais ça fait partie aussi de l'expérience politique et militante certes, de voir en fait toutes ces situations-là qui sont des situations graves. Et puis, quand je vous dis ça, il y avait énormément de risques aussi, et il faut pas l'oublier. Il y avait des risques, c'est-à-dire qu'il y avait des menaces de mort, il y avait des harcèlements, il y avait des bots,
il y avait des shadow bans, il y avait des comptes qui ont sauté, il y avait des menaces de mettez même pas un pied à l'aéroport, c'est fini pour vous. Il y avait des incarcérations, il y avait des balles. La presse, le grand adverse, était très très fort dans le mal. Quand je vous dis ça, c'était à la fois une guerre de communication, à la fois une guerre sur place, à la fois la guerre politique. Et évidemment, les politiciens les plus véreux et les entrepreneurs les plus véreux profitent de ça pour sortir du pays. Donc tout ça, il faut avoir une vision globale de tout. Et je pense à ce stade pour moi, ce stade du monde, dans l'état actuel du monde, on doit être capable de écraser nos différends sur certains points. Évidemment, si vous avez des gens face de vous qui sont pas avec vous et qui sont là pour vous tuer, vous êtes contre eux. Mais je veux dire que là où il y avait quelques différends, on était obligé de s'écraser justement pour pouvoir penser vraiment à la population locale. Donc il n'y a plus de question d'ego, il n'y a plus de question de hiérarchie, il y a juste question de se battre en fait pour son pays. Waouh. Merci Audrey, tu nous as partagé beaucoup de choses. Alors, t'as dit un terme là qui est propre à votre culture malgache. Je crois que ça pourrait s'apparenter à l'Ubuntu, c'est ça? Si je ne me Ouais, trompe c'est pas, on ça, pourrait, exact. Un peu dans le ouais, même. c'est ça. Un peu dans le même, ouais. Alors, je sais pas si on a un truc comme ça au Cameroun. Les gars, vous me dites, hein, mais je ne pense pas, malheureusement. Je ne pense pas. Mais ce que tu as dit est intéressant parce que tu as parlé de la solidarité diaspora avec ceux qui sont sur le pays. Je t'avoue que nous, ça fait partie des problématiques que l'on rencontre parce que quand nous on parle, et même pas avec un ton supérieur ou quoi que ce soit, on essaie juste de dire à la population, écoutez, on se met à votre place, on est Camerounais comme vous, on peut vous aider, voici comment ça pourrait se passer, vraiment avec une certaine humilité. Mais n'empêche qu'ils prennent ça ils prennent ça de manière, je sais pas, méprisante. Voilà, venez marcher au pays, vous restez en Europe, vous nous dites quoi faire. On ne vous dit pas quoi faire. On vous dit que vous êtes dans un État qui vous esclavagise et que on pense enfin c'est même pas qu'on pense, il faut qu'on mène une révolution. Non, mais j'ai trouvé ce que tu as dit très intéressant. Tu as parlé de certains commerçants qui ont qui sont sacrifiés, qui ont sacrifié leurs marchandises pour nourrir les manifestants. Par contre, au Cameroun, on a vu que bon, certains commerçants justement se sont plaints que vous avez vandalisé les commerces. Et d'ailleurs, t'as dit un autre truc très intéressant, c'est que il y a eu des infiltrations dans les manifestations qui voulaient faire passer les manifestants pour des gens qui cassent et qui brûlent. Et je pense qu'on a eu le même cas au Cameroun aussi, des gens qui parce que je pense pas que les manifestants pacifiques au Cameroun sortaient pour brûler ou quoi que ce soit. C'est clairement des gens qui se sont infiltrés dans les manifestations pour casser et faire autre chose. Non, ce que tu as dit est très intéressant. Juste une question parce que tu as parlé d'éducation, etc. Alors cette éducation, elle est venue avant les élections ou après les élections et elle a pris combien de temps? Parce que j'ai l'impression que ça allait un peu vite. Est-ce que ça a pris un mois de discussion sur les réseaux et après, pouf, ça a pris et ensuite vous êtes organisé? Comment ça se fait? Ça a à peu près combien de temps que ça a pris? Alors moi, je vais pas te mentir. Quand ça a pris, je crois que ça a pris même pas 2 semaines, un truc comme ça, même pas. Il y a juste eu, en fait, parce que moi de base aussi, je faisais de la création de contenu sur les réseaux sociaux. En fait, je fais des contenus engagés sur Madagascar, sur l'Afrique, sur les conditions sur l'immigration en France, enfin bref, ce type de contenu. Et en fait, j'avais reçu des messages pour dire il y aura un mouvement, peux-tu s'il te plaît relayer pour toucher le plus grand nombre, voilà. Et donc moi, je pars d'une démarche qui est un peu naïve finalement, comme tout mouvement que je vais partager. Je dis ok, je vais partager ce mouvement, sans trop savoir en fait que ce mouvement allait renverser complètement un gouvernement. Là, on était sur une marche pacifique contre l'eau et l'électricité. Et là, en fait, même si je parlais d'éveiller des consciences collectives de révolte, en fait, ça avait déjà, ça commençait à germer. Nous, on fait ça depuis des années, donc on était un petit peu aussi, voilà, dans les débuts, dans un entre-soi militant, où en fait c'est toujours les mêmes personnes qui viennent aux manifs, toujours les mêmes personnes qui partagent les mêmes informations. On a toujours des leaders entre guillemets d'opinion un petit peu qui hébergent.
Et cette conscience politique, elle commençait un petit peu à prendre. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des graines qui étaient germées depuis des années, faites par des organisations de la société civile, quelques leaders d'opinion sur les réseaux sociaux, et c'était autour de plein de petites choses, vous voyez. Et ce qui se passe en fait, c'est que Madagascar, quelques semaines avant, fait un shift, on en dit, c'est un peu comme un shift spirituel. Il y avait une lune rouge, et ça aussi, ça avait poussé pas mal de gens à dire, je pense que Madagascar va vivre une nouvelle ère. Et en fait, ça aussi, ça commence à germer dans la tête des gens. Ok, machin, voilà. Notre ancien président, Andrade, il était un mec, c'était un mégalo. Quand je vous dis c'était un mégalo, déjà il avait une couleur orange insupportable là qu'il partageait partout. Et voilà, vraiment une couleur orange insupportable qu'il mettait partout. Il avait des projets, je vais changer tel pays, telle province en Miami, un deuxième Miami. Je vais ouvrir un nouveau stade pour les joueurs de foot. Je vais à la place d'un je vais faire un colisée, je vais faire un temps, je vais faire un truc, bref. C'est un mégalo. Et donc ça, ces méga projets, le téléphérique aussi, ces méga projets, en fait, ont poussé la population à se poser des questions sur comment ça se fait qu'on n'a pas d'électricité, mais qu'on a un nouveau stade de foot avec 1001 lumières, de l'effigie des footballeurs. On a un téléphérique qui va marcher 4 heures par jour. On a tel truc. Et ça a poussé les gens à se poser des questions. Ensuite, évidemment sur Facebook, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de communication avant la marche. Donc il y a une marche le 25, on se rejoint là-bas, on part de là-bas et on rejoint une place symbolique, la place des héros, qui se trouvait au centre de la capitale. Et ce que fait le préfet de Antananarivo, c'est qu'il refuse catégoriquement la marche. Pourquoi? Je vous explique. Il refuse catégoriquement la marche pour justement la faire passer sous une marche illégale. Et donc justifier les répressions qui allaient se passer juste après. Et donc sur l'éducation aussi dont je voulais parler, c'est que on ne peut pas demander à des gens évidemment qui ont du mal à continuer leurs études malheureusement par situation économique, encore des personnes qui ne lisent pas ou des personnes qui ont du mal à lire ou à écrire, de se lancer dans une éducation politique. Qu'est-ce que la Constitution, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que truc. Et c'est là où en fait le pari il est. C'est comment on a pu faire éveiller des consciences politiques pour ces personnes-là. C'est tout simplement d'aller batailler sur des messages clairs qui touchent les gens directement. Pas d'eau, pas d'électricité à cause de la corruption. Et c'est tout. C'est tout. Il faut dire, c'est comme si demain, je prends l'exemple du Cameroun, dire mince, Paul Biya a été réélu. En fait, ça ne suffira pas. Parce qu'il y aura une partie de la population qui va dire ouais mais bon c'est comme ça depuis des années et puis on va mettre qui d'autre voilà. Et c'est un petit peu dans ce schéma de pensée malheureusement que les Malgaches ont commencé à rentrer. Et pour moi à mon sens si on n'avait pas gagné ça allait être la merde parce que tout le monde allait s'enfermer dans ce schéma de pensée en se disant mais on va mettre qui du coup voilà parce qu'ils nous avaient tellement matrixés avec leur gouvernement que c'est déjà ça la première chose qu'il faut qu'on fasse. C'est expliquer aux gens que après toutes ces personnes-là, il y a un espoir, il y a quelque chose. Et même si aujourd'hui on peut dire que c'est difficile de faire évoluer la culture de l'après quand on a des gens qui vivent au jour le jour, c'est pour ça que je disais que c'est important aujourd'hui d'avoir des revendications très courtes. Qu'est-ce que le Cameroun a besoin? C'est quoi? Les gens ne mangent plus. Et là, oui, les gens ne mangent plus parce qu'il y a la corruption à cause de président. C'est pourquoi nos écoles délarient. Est-ce qu'il y a des gens, combien de personnes ne vont plus à l'école? Combien de commerces ont réussi à évoluer depuis? En fait, c'est des revendications courtes et simples qui doivent parler à la population. Parce que si on parle de politique, évidemment, la population elle est déçue depuis des années. Donc elle va avoir du mal à soutenir dans tout ça. Voilà. En tout cas, moi, si je peux dire par rapport à ça. Ouais, putain, trop de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Mais il y a certains qui veulent poser des questions. Je veux qu'un heure ici poser des questions rapidement. Déjà, je commence avec mon coach. Axel, est-ce que tu as des questions? Sinon, ce sera Azei qui a la main levée. Oui.
Oui, rebonsoir Audrey, merci pour ce bel exposé que tu viens de nous faire. Euh, alors moi j'avais deux petites questions. Je dis petites, j'espère qu'elles seront courtes et voilà, tu pourras y répondre sans prendre trop de temps, voilà, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Alors, la première c'est, je m'interroge sur l'état de la société malgache. Bon, pour faire une petite comparaison peut-être avec l'état de la société camerounaise, est-ce que la société malgache, elle est, comment je dirais ça? Est-ce qu'elle est au Est-ce qu'il est au Cameroun? Alors comment je vais dire ça sans vexer mais ceux qui sont dans le space avec nous. Au Cameroun, on consomme beaucoup d'alcool. Voilà, la population est plongée dans l'ivresse de la bière, de tout ce qui, voilà. Comme on utilise un terme un peu trivial qu'on dit souvent la vie du poulet. Est-ce que dans la société malgache, il y avait également cette appétence pour la débauche, pour la facilité, voilà, pour ce type de vie? Est-ce qu'il y avait également, est-ce qu'il y avait comment dire ça? Est-ce qu'il y avait déjà cet état-là? Ouais, Voilà, quel était l'état de oui. la société malgache? Est-ce que tu peux d'abord répondre à Mhm. celle-là? Et la deuxième question, c'était de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un politicien? Est-ce qu'il n'y a pas des politiciens pendant que les jeunes malgaches se révoltaient? Est-ce qu'il n'y a pas eu des politiciens qui ont essayé de vous voler un petit peu Mhm. le lead Mhm. de la révolte pour voilà, pour vous passer devant et aller négocier avec le gouvernement? Est-ce que vous n'avez pas eu ce genre de personnes? Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression à un moment donné d'être trahi potentiellement par ces leaders? Voilà, j'aimerais savoir ce qui s'est passé Oui, dans oui. votre parcours. Merci. Merci à vous. Je réponds à la première question et je vois ce que vous voulez dire. Et oui, c'est pour ça que je vous ai dit, la révolte n'était pas dans le Pinko 2025 de toutes les révoltes, hein. On parle aujourd'hui d'un peuple, comme je disais, qui est extrêmement fragilisé. Et oui, parce que il y avait aussi cette culture, finalement, les Malgaches sont des personnes qui aiment bien la fête. Il y avait la jeunesse, comme on lui offre pas les outils qu'il faut, il y avait des choses qui se faisaient, donc des conférences, des ateliers, des choses comme ça, mais en fait c'était réservé finalement, si je peux dire, à une catégorie de personnes qui étaient déjà, on va pas passer des convertis. Et c'était déjà ça le problème en fait, c'est que c'était une forme d'entre-soi en fait. Souvent c'est les mêmes personnes qui vont aller aux conférences, etc. Et puis vous allez avoir une autre frange de la population qui vont, ouais, effectivement, s'adonner à des choses plus courtes, plus immédiates, l'alcool, la drogue, voilà. En plus, la drogue, on avait entendu que la même année, ils avaient fait rentrer des drogues, la cocaïne, alors qu'il n'y en avait pas du tout à Madagascar. Avant ça, il y a du CHP. Vous voyez vraiment des drogues difficiles, des drogues dures, qui commençaient aussi à s'introduire dans le pays. Et ça, par exemple, ça pouvait être aussi un signal à la jeunesse qui était un peu bon, on va pas s'occuper de votre éducation, donc faites un peu ce que vous voulez. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui était très présent. Après, moi aussi, j'aime faire la fête, hein. Je vais pas, c'est pas parce que je milite que j'aime pas faire la fête non plus. Mais dire que oui, c'est vrai qu'on a une culture qui est le cours de la fête et ce genre de choses qui n'est pas un mal, mais ce qui était effectivement dangereux, si à côté de ça, on n'avait rien à proposer à la jeunesse. Là, on parle de jeunes quand même qui sont délaissés quasiment par un gouvernement. Il y a plus d'éthique, il y a plus de propositions d'éducation. Donc ça, c'est aussi des choses où on vient repotiser, aider ces jeunes à avoir une nouvelle conscience. Et après, Oui, merci. Oui, pardon. Allez-y, Audrey. okay. Et après la deuxième réponse par rapport à la politique, effectivement, c'était le bal des opportunistes, hein. C'était ça, c'était indéniable. Déjà, les taux au sein du mouvement même, il y en avait beaucoup. Ensuite, les opportunistes qui se disaient, ah bah yes, il y a une petite brèche, on va pouvoir payer, on a une population, on va être au devant des manifs, etc. Et donc, vous voyez, le colonel est devenu, le colonel a été à prendre le pouvoir pour le peuple. Et il y a sur la place du 13 mai, la place du 13 mai, c'est une place de lutte haute populaire de Madagascar et surtout de la capitale d'Antananarivo, où depuis 1972, en fait, il y avait des étudiants qui avaient manifesté sur la place du 13 mai. Et ils voulaient absolument pas que on arrive jusqu'à la place du 13 mai parce qu'ils se disaient, si les jeunes arrivent à la place du 13 mai, en fait, c'est fini pour nous. Et comme nous, le 11
décembre, on a été soutenu par les militaires qui avaient escorté finalement les jeunes jusqu'à la place du 13 mai. Le moment où il y a la place 13 mai, les micros sont là. Il y a une scène, les policiers poussent les jeunes et se mettent devant. Donc vous voyez un petit peu, on est à un niveau de déconnexion, un petit peu par-ci engagé maintenant, c'est les grands frères. Donc ça oui, il y a les politiciens qui ont approché, énormément de récupération politique, énormément, et ça, rien que contre moi. C'était, voilà. Donc ça fait partie aussi de ça. Je suis vraiment désolée, je pense que je vais prendre quelques questions, je vais devoir partir parce qu'on a une réunion aussi là ce soir. Merci beaucoup, Audrey. Je passe mon temps. Oui. Vas-y, Kenita. Merci beaucoup, Audrey. Oui, vas-y, tu peux poser ta question. Vas-y. Merci. Alors, Audrey, merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Alors, la question très rapidement que j'aimerais poser, c'est de savoir comment est-ce que cela s'est passé pour que l'armée, la police, se rallie au sentiment populaire qui prévalait et que cette armée donc se mette aux côtés de ce peuple qui criait son désarroi face à un gouvernement qui l'avait trahi. Est-ce que cette armée n'était pas n'était pas assez bien entretenue par le gouvernement en place pour que le gouvernement se fasse protéger par cette armée, ou alors l'armée s'est véritablement sentie solidaire du peuple et a décidé de prendre sa défense? Et comment cela s'est fait? Il y a des informations qu'on suit, mais c'est tellement léger, c'est tellement superficiel que on a besoin de comprendre la profondeur de la relation qui s'est créée entre l'armée, la police et le peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question super pertinente. Alors il y a quand même, il faut savoir que Madagascar est un système corrompu à la moelle. J'ai même honte de le dire. C'était même devenu une mafia en fait. Quand je dis ça, je ne serais pas capable de vous affirmer à 100% que l'armée c'est loin à nous, sans qu'il y ait derrière un lobbying, des faits ou des pots de vin qui sont passés. Voilà, ça je ne peux pas vous l'affirmer. Par contre, il y a eu une vraie honnêteté de la part du colonel envers la jeunesse. Lui, il a vraiment dit, nous on s'est joint à l'armée, d'ailleurs il y avait lui et puis évidemment il y en avait aussi 4 autres, mais sur le colonel en tout cas, le message qu'il a envoyé était clair qu'il voulait soutenir la jeunesse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé en fait, c'est que c'est la gendarmerie qui a fait la violence. D'abord c'était la gendarmerie. Et donc la gendarmerie, elle tirait sur les gens, elle allait chercher les gens dans les maisons, elle allait lancer des bombes lacrymaux, ils ont lancé des bombes lacrymaux sur des enfants, des femmes, des personnes qui n'en avaient rien à voir avec les manifestants, et même, j'ai envie de vous dire, qu'on n'est pas à voir, on est face à des moyens qui étaient complètement déséquilibrés. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que ça déjà, ça fait que le CASAT, qui est en fait un comité en gros militaire, c'est celui qui gère, entre guillemets, toutes les structures militaires du pays, qui vont leur donner à manger, leur donner à boire, les mettre sur des missions, etc. C'est toute une organisation administrative. C'est le CAPSAT qui c'est donc le contre les violences qui ont été faites par les gendarmes. On se désolidarise, donc en faisant une vidéo le matin même, même la veille, je sais plus, mais donc qui se désolidarisent, qui disent on ne soutient pas du tout les violences qui ont été faites contre les jeunes pour des manifestations aussi simple en fait. Et c'est ça qui a fait que on a senti une part de honnêteté évidemment, puisque ça disait on voit des violences qui ont été faites, nous c'est pas du tout dans nos valeurs, on a toujours servi à un moment un gouvernement qui n'a pas été pour le peuple, ils ont dit qu'ils ont été même corrompus en gros par des gouvernements dire finalement les gens qui se partagent du pouvoir entre eux. Et le colonel en question, qui est l'actuel président de la transition, il avait été déjà emprisonné il y a quelques années dans le sud. Donc ça, c'est ça qui fait que les militaires ont montré finalement un vrai soutien le peuple, en se disant qu'aujourd'hui on arrive à un stade Madagascar à tellement toucher le fond que ces jeunes en fait ne pouvaient pas partir encore et se faire tuer
complètement déséquilibré, et c'est pour ça que les militaires ont décidé, voilà, que les jeunes jusqu'au respect. Et quand je dis ça, ça a été, c'était la guerre, hein, des blindés qui brûlaient, des militaires qui se sont tirés dessus entre eux. Il y a eu aussi un militaire qui est mort sous les coups justement de ces manifestations, et ça aussi, ça a montré de nouveau que les militaires ne voulaient plus être, en gros, contre le peuple, mais avec le peuple. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Comme je vous disais, je pourrais vous dire qu'il y a eu un lobbying qui s'est fait derrière, parce que, restons quand même honnêtes, on est dans des sociétés, des pays qui sont presque des États mafieux parfois, mais je pourrais pas vous dire à quel stade le lobbying s'est fait auprès des militaires et qui a pu le faire ou dans quel contexte, mais au niveau du message qui était envoyé, en tout cas pour le peuple, c'était ça. C'était, on ne voulait plus servir un pouvoir qui contrôle le peuple, parce que nous-mêmes on mange pas, nous-mêmes on est dans une caserne, il n'y a pas d'électricité. Alors pourquoi est-ce qu'on va venir se mettre contre des gens qui manifestent pour les droits de tout le monde? Voilà. Donc, je sais pas si j'ai pu répondre à tout le monde. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de Je questions, pense que mais oui. oui, non, mais déjà, merci Audrey, je pense que t'as bien répondu. Et d'ailleurs, on va te faire sortir, en tout cas, je te propose de te faire sortir avec 2 questions, et ensuite tu conclus, et Super. voilà. Est-ce que, actuellement au Cameroun, on va dire l'un des leaders de l'opposition, il a initié à la fois des manifestations et des villes mortes. Alors les manifestations se font partout, sauf dans la capitale. Et moi, j'aimerais bien que tu nous dises un truc en 1-2 minutes. Est-ce que pour vous, on n'est pas, enfin, en malgache, ça aurait été pertinent de manifester partout sauf dans la capitale? Et deuxième question, est-ce que des villes mortes sont une stratégie de révolution? Voilà mes 2 questions, et ensuite tu conclus. Tu peux me dire un petit peu c'est quoi ville morte? Enfin, c'est ville morte, c'est quand il y a, enfin, les populations décident de rester chez elles et qu'il y a plus d'activité, quoi. Ah Il oui, y a pas d'activité. ouais, qui Ouais, c'est ne, ça. ok, Bah, ok. ouais, c'est ça. Alors pour moi, au contraire, c'est même plus pertinent effectivement. D'ailleurs, il y a d'autres villes qui ont manifesté, hein, il n'y avait pas que la capitale. Il y a d'autres villes qui ont manifesté. Et pour moi, à mon sens, c'était même plus pertinent que ça soit ces villes-là. Et même, je dis villes, mais je devrais même dire les zones, les régions. Madagascar, c'est 90% près de population rurale. C'est même plus pertinent que ces personnes-là manifestent au lieu des personnes de la capitale. Nous, comme le pouvoir est centralisé à la capitale, il y a le pouvoir politique, tous les grands monuments, les institutions politiques sont dans la capitale, donc forcément, c'est nécessaire de manifester là-bas. Mais à mon sens, c'était pertinent effectivement que les autres villes se joignent à la lutte, parce que c'est des villes qui sont délaissées par l'État, complètement délaissées par l'État sous couvert de centralisation du pouvoir dans la capitale. Là, je vous parle de personnes sûrement dont on parle, ça fait des années qu'il y a des coupes d'eau et d'électricité, hein, ça c'est sûr, mais dans certaines régions, c'est des semaines entières où il n'y a pas d'eau. C'est des semaines entières où, là, je vous prends l'exemple du Grand Sud. Dans le Grand Sud, il y a une malnutrition, c'est la plus grande crise de malnutrition qui existe dans le monde, qui est dit par Amnesty International, et que le gouvernement n'a jamais réglé, pour vous dire. Donc ça, c'est vraiment les pillages qui se fait dans les provinces où il y a les ports maritimes, il y a les saphirs dans certaines régions de Madagascar. Évidemment que c'était pertinent que ce soit ce côté-là qui manifeste également, mais aussi la population rurale qui elle est délaissée depuis des mandats et mandats politiques. Donc oui, forcément, ça c'était vraiment important. Et les villes mortes sans activité. En fait, le problème, je pense que aujourd'hui, on est dans des pays où ils peuvent envoyer des milices là où ils veulent. Et donc, si l'on décide de ne plus travailler, je vous prends un exemple, je parle des mines. Imaginons dans les exploitations minières, les enfants ne travaillent plus. Imaginons aussi dans certaines régions, il n'y a plus d'exploitation de vanille ou de café, mais je suis désolée. Les gens sont tués sur place, ça, dans le silence total. Donc, oui, c'est pertinent, évidemment, de toutes les activités pour montrer que on peut plus servir un pouvoir qui se gaffe, mais par contre, faut aussi
Gardez en tête que quand dans ces régions-là décident de stopper leurs activités, ils risquent aussi beaucoup leur vie, ils peuvent envoyer des milices, mais finalement presser les gens, tuer les gens pour que l'activité reprenne. Ouais, malheureusement. Eh ben, écoute, merci Audrey. Je ne te prends pas plus de temps. Voilà, tu nous as quand même appris pas mal de trucs. Je pense qu'avec les camarades, on va peut-être essayer de débriefer tout ça. Et si jamais tu as un peu de temps, de toute façon on en parlera. Peut-être qu'on fera une autre partie 2 avec d'autres questions, parce que je sais que beaucoup ont des questions à poser. Et je pense que Madagascar a beaucoup de choses à nous apprendre dans la lutte. Et peut-être qui sait, on fera aussi d'autres débats aussi sur des questions qui ne sont pas forcément dans la révolution. On parlera aussi des combats afro, panafricanisme, les problèmes, l'afroféminisme, etc. Je pense qu'il y a toutes ces questions-là qui sont souvent abordées, que moi j'aime souvent aborder. Donc voilà Audrey, je ne sais pas ce que tu as à dire pour ton premier mot. Merci beaucoup à toi. Je vous demande beaucoup de solidarité, ça c'est sûr, parce que je pense qu'à un moment il faudra y aller. Et après, évidemment, moi je vous parle de ça avec beaucoup de distance, mais je pense qu'à un moment il faudra y aller. Et si l'organisation se fait pas cette année, c'est ok, il faudra commencer, je pense, à structurer et à commencer à réfléchir tout ensemble en communauté. Ça peut commencer par des petits outils, des ateliers, des choses qui sont informelles, qui sont propres à votre culture, à vous. Et c'est là où vous allez pouvoir, je pense, commencer à semer des graines. Et quand l'année sera propice à ce que vous le fassiez, j'espère peut-être dans les prochains mois, on ne sait pas, ou même ça se trouve, on ne sait pas quand c'est comme nous, hein, c'est peut-être dans une semaine, mais je veux dire que ne perdez pas espoir dans le fait de semer des graines. On peut semer des graines, et un jour, quand le moment sera propice, tout le monde va suivre dans cet élan justement. Mais comme je disais, il faut que vous soyez très fait de vos valeurs, de votre culture, et c'est ça qui va emmener les gens avec vous. Et ça aussi fait que vous allez vous montrer le plus solidaire possible, puisque vous allez tous vous battre contre un ennemi commun. Et notre ennemi commun, nous tous, d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est l'impérialisme. Donc, voilà. Okay. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci Audrey, au revoir, merci. Voilà, donc notre ennemi commun à tous, c'est l'impérialisme, les gars. Mais bon, on va dire qu'on est encore au niveau 1 du combat, on est encore au niveau de Paul Biya. Donc il faut qu'il dégage. Bon, on va d'abord laisser tourner un peu la parole pour que chacun nous dise ce qu'il a pensé de ce que la sœur Audrey nous a partagé. Alors Axel, je te remets côte, hein. Je vais faire un petit truc là vite fait. Je pense qu'il y a Serge qui a pas pris la parole depuis, donc peut-être commencer par lui. Bonsoir Serge. Alors Serge, est-ce que Serge nous écoute? Alors peut-être Serge nous écoute pas. Du coup. Bonsoir, pardon.